Pour commencer, peut-être une petite question un peu facile d'abord de présentation, savoir un petit peu qui vous êtes, et qu'est-ce que vous faites et qu'est-ce que vous avez fait professionnellement. Alors, moi, j'ai une formation de base en droit et en sociologie avant de me spécialiser en sciences politiques, puis les relations internationales. Mon métier initial, c'est un métier de diplomate. J'ai travaillé pendant 15 ans au ministère des Affaires étrangères, tout en enseignant parallèlement à l'université. Donc j'ai toujours mené des activités professionnelles classiques à un travail d'enseignement depuis que j'ai commencé à travailler. Et c'est à partir de 1999, quand nous avons commencé à penser à la création du LASDEL, que, disons, j'ai décidé de quitter définitivement la diplomatie pour l'université. Et à l'université, j'ai été recruté à la faculté de sciences économiques et juridiques, faculté dans laquelle j'enseigne la science politique en général. Je fais également des enseignements de relations internationales. Et enfin, je travaille également à l'enseignement de l'histoire du droit et des institutions. Voilà. Si je peux rebondir là-dessus, juste pour poser un peu le contexte, la diplomatie, ça veut dire que vous étiez en ambassade ou... Non, pas du tout. La diplomatie, ça veut dire que je suis un fonctionnaire du ministère des Affaires étrangères. Initialement, je n'étais pas enseignant, je suis un fonctionnaire. Quand vous allez prendre les bulletins de la PAD, les tout premiers, en tout cas à partir de 1994, quand vous allez prendre, il y a toujours la liste des membres du bureau, vous allez voir à côté de mon nom, j'étais trésorier et mon adresse c'était ministère des Affaires étrangères au Niger. C'était assez cocasse parmi les chercheurs. Voilà. Et ok, ben on reviendra, enfin, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, ce lien entre le professionnel et la recherche. J'y reviendrai plus tard, mais comment ça se fait que du coup que vous avez glissé vers les sciences sociales? À quel moment est-ce que ça s'est... Mais j'ai toujours été dans les sciences sociales. Je disais que j'ai fait une licence en droit public. Mais parallèlement, j'ai également eu la chance de faire une licence en sociologie dans une école de sociologie finalement qui était extrêmement à la mode à l'époque en France. À Bordeaux, le maître de la sociologie, c'était François Chazelle. Il avait toute une équipe autour de lui, François Dubé, Patrice Mann, Buran, et qui étaient tous dans la sociologie de l'action collective, qui se renouvelait alors en France, au début des années 80. La sociologie de l'action collective, c'est quand même la redécouverte par les francophones d'auteurs utilisés en Amérique par l'économie politique, comme Mancur Olson, des auteurs comme Hirschman, des auteurs comme Oberschall. Au fond, c'était une école qui était dans l'histoire de la mobilisation collective. C'était une école qui était aussi dans la compréhension des mouvements sociaux, dans un contexte où la Pologne connaissait beaucoup de remous avec Solidarnosc. Si ça ne doit pas vous dire grand-chose. Mais pour nous, c'était des périodes très symboliques où l'étude de l'action collective constituait en soi un pas important de recherche
Et vous verrez d'ailleurs que cette équipe dirigeait la revue française de sociaux, et qui avait fait de très bons numéros sur ces questions. Et donc, les sciences sociales, très tôt, étaient un sujet qui m'intéressait. Et toujours dans la même foulée, il y avait de grosses discussions à l'époque de ma formation autour de paradigmes, notamment le paradigme holiste, dont la tête de file en France était Bourdieu, et le paradigme individualiste, on parlait alors d'individualisme méthodologique, dont la tête de file était Raymond Boudon. Et ces débats étaient très forts. Et à Bordeaux, l'école de l'action collective portée par François Chazelle semblait avoir de fortes connivences avec l'école de Boudon, l'individualisme méthodologique, Boudon-Bourricot comme on disait à l'époque, et l'école holiste qui était à l'IEP de Bordeaux, avec pour tête de file Bernard Lacroix, était totalement bourdieusien. Alors qu'en fac de droit, ils étaient plutôt dans une sociologie américaine assez conservatrice. Et donc il y avait dans l'espace local des débats extrêmement forts sur les sciences sociales, sur les options, qui étaient au fond des débats nouveaux à l'époque en France. Et j'ai eu la chance d'être formé au moment de ces débats-là. Et j'en étais très imprégné parce que je les suivais, nous lisions beaucoup, nous y participions. Et donc, au fond, les sciences sociales m'étaient extrêmement familières quand je faisais mes études. Je ne parle même pas du niveau doctorat, hein, je parle du contexte intellectuel dans lequel j'ai en fin de compte étudié entre 80 et 87, qui correspondait au fond à mes années d'études de la première année au DEA. Les sciences sociales étaient des sujets sur lesquels j'étais familier. Aujourd'hui encore, si nous allions dans mon bureau de l'autre côté du fleuve, je vous aurais montré mes classeurs qui datent de l'époque déjà. Mes classeurs de théorie sociologique où vous avez tous les auteurs canoniques rangés, annotés. Mais ça, ce sont des travaux que faisait un étudiant de 22 ans, 23 ans, 24 ans, 25 ans, puis 26 ans. Et à l'époque, non, j'avais aucune acquaintance avec la PAD. La recherche m'intéressait et je m'informais beaucoup. Juste pour revenir, vous avez dit les études entre la première année et le DEA, c'était 80-87, c'est ça? Ouais, c'est ça. Est-ce que c'était une période en France, parce que vous avez étudié en France, où les jeunes chercheurs, ou les étudiants, disons, étaient politisés, mais dans le sens d'un engagement politique? Oui, beaucoup. Parce que chaque étudiant qui débarque dans une université française à l'époque était pris en charge par les structures africaines. Moi, par exemple, je me souviens, quand je suis venu à Bordeaux pour la première fois, j'ai été accueilli par un étudiant nigérien, que je vois toujours d'ailleurs, mais c'est l'association des étudiants et stagiaires nigériens en France qui l'a envoyé me chercher. Puisque je suis venu un week-end, les services de locaux, c'était le service qui s'occupait des étudiants avant le CROUS en France. Et le service de locaux était en week-end, donc ils ont demandé à un étudiant nigérien de venir me chercher. Et il est venu me chercher. Ils se sont débrouillés pour me loger avant que j'aie moi-même une chambre. Et dès la rentrée, il y a des réunions pour accueillir les nouveaux. Et puis, à l'époque, la FEANF existait. La FEANF, c'est la Fédération des étudiants africains en France. La FEANF existait. La FEANF aussi faisait, qui comprend toutes les associations, faisait ses assemblées générales. Nous étions naturellement tous engagés de fait. Qu'on soit militant ou non, les structures étaient là. Elles se chargeaient de notre formation. Et j'étais d'ailleurs surpris que nous, quand on était venus en première année d'université, nous avions déjà lu l'essentiel de l'œuvre de Marx et de Engels, en tout cas pour ce qui a été diffusé en Afrique. Et ça, c'est au lycée qu'on les lit. Et quand on devient étudiant, on les connaissait déjà parce que ces associations étaient réputées marxistes et anti-impérialistes. À l'époque,
quand j'étais étudiant, les clivages dans le socialisme se faisaient sentir dans le milieu étudiant. Parce que parmi nous, évidemment, il y a l'anti-impérialisme de fait qui était là, mais tout était clivé entre les pro-soviétiques, les pro-chinois, les pro-albanais, parce que l'Albanie faisait une congrégation à part à l'époque. Et donc, dans les mouvements étudiants, se faisait ressentir également les schismes du socialisme qui, au fond, s'effritait et mobilisait dans le milieu étudiant. Évidemment, ça avait aussi des renvois dans le mouvement estudiantin en France qui étaient clivés de la même façon. Et c'est dans ce contexte, moi, que j'ai étudié en France au tout début des années 80. Nous avons vécu absolument au cœur de tous ces mouvements qui structuraient les milieux estudiantins. Évidemment, l'engagement politique était de mise. L'engagement politique était de mise parce que dans la plupart de nos pays, c'était des dictatures qui gouvernaient, des dictatures militaires le plus souvent. Au Niger, c'était des militaires qui étaient au pouvoir. Et évidemment, les associations estudiantines se faisaient sentir par leur positionnement antimilitariste et le faisaient savoir de toutes les manières. Et puis, peut-être, est-ce que vous vous souvenez quelle était, enfin vous avez dit que vous aviez déjà au lycée un grand attachement pour les sciences sociales, mais quelle était l'idée d'étudier la sociologie en plus du droit? Est-ce qu'il y avait une compréhension ou c'était une question aussi peut-être de carrière, d'employabilité? Bon, c'est une question de milieu estudiantin. J'étais en droit, mais j'avais aussi des camarades en sociologie. Et donc on évoluait tous dans le même milieu intellectuel, d'étudiants intellectuels. Et à l'époque, la sociologie de l'action collective était extrêmement séduisante. Et quand vous aviez une licence en droit, vous pouviez vous inscrire en licence de sociologie. Et c'est ce que j'ai fait. Une façon de m'obliger à m'intégrer dans cette sociologie de l'action collective que j'étudie toujours, que je suis toujours, avec beaucoup d'intérêt dans ces différentes mutations. Et je pense que c'est un effet de copinage, hein, dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, je crois que la science politique telle qu'elle se construisait à l'époque en France, était une science politique qui était plus proche de la sociologie que du droit, en tout cas à Bordeaux. La science politique telle qu'elle se formatait au niveau de l'IEP de Bordeaux était une science politique qui était extrêmement sociologisée. La culture, c'était une science politique qui était bourdieusienne et qui se donnait comme ancêtre fondateur Durkheim, Marx et puis Weber, qui étaient au fond les ancêtres de la sociologie moderne. Et la science politique s'en réclamait. Je signale que à l'époque, au tout début des années 80, les grands manuels de sciences politiques qu'on avait étaient des manuels qui avaient pour auteur Burdeau, Prélot, qui étaient des juristes. Et donc je pense que et qui étaient au fond des manuels d'institutions politiques et de droit politique, d'une certaine façon. C'était à cette époque, en 1985, je me souviens, que les politistes français, sous la direction de Jean Leca et de Madeleine Gravitz, ont produit le premier traité de sciences politiques, qui était un pavé de 4 tomes de chacun à peu près 400 pages, où il y avait une cinquantaine d'auteurs qui avaient produit ce manuel de sciences politiques qui s'ancrait résolument en sciences sociales dans ses chapitres introductifs. Et je pense que nous étions quelque peu dans cette mouvance où la science politique que nous avons faite était plus proche de la sociologie qu'elle ne l'était du droit. Et donc après 87, qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes rentré? Mais je suis rentré, j'ai commencé à travailler. J'avais d'abord commencé à travailler à l'École nationale d'administration pour mon service militaire.
j'enseignais les institutions politiques et j'enseignais également le droit administratif. Dans le droit administratif, je me souviens, j'enseignais en première année et en deuxième année de l'école nationale de l'école nationale d'administration dans son niveau supérieur les actes administratifs unilatéraux. Les actes administratifs unilatéraux, au fond, ce sont les décrets, les arrêtés, les circulaires. C'est ça que j'enseignais aux étudiants. J'enseignais en troisième année le recours pour excès de pouvoir, le droit de la responsabilité administrative. Et en première année, j'enseignais les relations internationales. Et je pense que je serais resté à l'École nationale d'administration faire ma carrière si je n'avais pas eu de problème avec le secrétaire général qui m'a attribué un cours par note de service, ce que je n'ai pas apprécié. Et j'ai décidé de rejoindre la diplomatie parce que j'appartiens aussi à une génération qui était pré-recrutée par la fonction publique aussitôt après le bac. Dès qu'on a le bac, on est pré-recruté par un ministère. Moi, j'ai été pré-recruté par le ministère des Affaires étrangères. Dès que j'ai fini mes études, j'ai rejoint le ministère. J'ai rejoint le ministère et j'ai commencé à travailler comme administrateur dans la diplomatie nigérienne. C'était mes premiers contacts au fond à l'administration publique. Et vous verrez que mes premiers articles avaient pour terrain mon travail dans l'administration. J'ai très tôt essayé d'associer, au fond c'est peut-être ça aussi le fait que j'ai eu de l'acquaintance avec les anthropologues. Mon cadre de travail était le premier terrain que j'ai fait comme j'ai pu observer dans les faits la souveraineté de l'État, qu'est-ce que ça signifie. J'ai pu observer dans les faits comment fonctionne une administration, les différents paliers de l'administration, comment une décision se prend. Au fond, ça a été extrêmement passionnant pour moi disons, de me familiariser avec ce type de terrain. Voilà. Et vous avez fait une thèse de doctorat aussi? Et alors, en quittant Bordeaux, je me suis inscrit en doctorat avec Jean-François Médard sur les politiques de formation. Alors, mon travail au ministère des Affaires étrangères était un travail d'écrivain. Enfin, d'écrivain. Je rédigeais des lettres administratives. Dans la diplomatie, les lettres administratives sont plutôt ce qu'on appelle des notes verbales. Je me suis initié à la rédaction de discours. Je me suis également initié à la réalisation de rapports de synthèse. En fait, au travail administratif de façon générale. À l'époque, pour quelqu'un de mon niveau, dès qu'on comprend comment ça marche, c'était assez facile à faire. Et donc, le reste du temps, le ministère n'était pas loin des archives nationales. Et j'allais m'occuper de ma thèse de doctorat. Et pendant les vacances, j'économisais assez d'argent pour, à l'époque, pour aller en France. Le billet valait 150 000 francs CFA, 125 000. C'était pas si cher. Je participais à des petites tontines pour gagner de l'argent et je me payais un séjour à Bordeaux de 1 mois, de 15 jours selon les années, pour aller dans les bibliothèques faire des recherches. À l'époque aussi, entre le Niger et la France, il n'y avait pas de visa. On y allait et c'est comme ça que j'ai fait mes recherches doctorales. Et quand j'ai estimé que j'étais assez avancé, je suis retourné en France. Pendant 1 année et demie, j'ai pris une position de stage sans attente d'avantages statutaires et j'ai été parachever ma thèse. Et je l'ai terminée. À l'époque, au Niger, les fonctionnaires ne faisaient pas de thèse, sauf autorisation expresse du président de la République. Et autorisation expresse du président de la République à la demande du ministère. Donc j'ai écrit au ministre des Affaires étrangères de l'époque pour lui dire que je fais une thèse, je souhaiterais avoir l'autorisation d'aller la soutenir. Et lui a utilisé les arguments que j'ai introduits. Il a écrit à la présidence de la République qui a donné son accord. C'est une formalité pour avoir une position de stage à l'époque. Les thèses étaient réservées pour les universitaires. Les administrateurs qui devaient faire des thèses devaient avoir une autorisation express. Et j'ai été autorisé
à aller faire une thèse de doctorat. C'est comme ça que j'ai fait ma thèse de doctorat, que j'ai soutenue en 1992 sur école, État et société au Niger. Au fond, j'ai essayé déjà au cours de ces années à considérer l'école comme une politique publique de l'État, comme l'expression de l'État au concret. Et j'ai essayé d'explorer l'ancrage de l'État à travers l'école telle qu'elle s'ancrait dans les sociétés nigériennes. J'ai essayé de comprendre comment se produisaient les élites. Et c'est ce qui fait qu'au fond, j'ai eu la chance de cueillir ces données depuis les années 80 sur les élites nigériennes, sur l'histoire de l'administration au Niger, sur comment le phénomène bureaucratique s'est progressivement ancré dans les sociétés nigériennes, quelles étaient les voies. Et ça a préparé au fond ce que j'ai fait par la suite, qui était de comprendre l'État tel qu'il s'ancre dans les sociétés nigériennes. À des moments où Bayard écrivait, le livre de Bayard est sorti en 1989 sur la politique du ventre. Et je me souviens, je disais qu'on ne peut pas, à l'époque déjà, qu'on ne peut pas réduire l'État à cette échelle. Et j'essayais de le comprendre autrement. J'essayais de le comprendre autrement en étudiant les politiques publiques. À l'époque, j'étudiais l'éducation. Dans la même foulée, en 91, Médard a sorti l'État néo-patrimonial dans son livre qui s'appelle Les États d'Afrique noire, chez Karthala. Donc, au moment où je faisais ma thèse, ces débats battaient leur plein et quelque part, je sentais le besoin qu'il fallait explorer d'autres pistes en utilisant l'histoire et la sociologie. C'est ce que j'ai fait. J'ai étudié l'État non pas par les appareils répressifs, j'ai étudié l'État non pas par les élites, j'ai étudié l'État en étudiant l'école. Et d'ailleurs, par la suite, après ma thèse, quand je suis sorti de l'école, j'ai travaillé sur l'eau. Ça, c'était mon lien à la Suisse. J'avais rencontré Daniel Finot un jour de 1994. Il m'a dit que lui travaille sur l'eau. J'ai dit, ben moi, je peux m'intéresser à l'État en travaillant sur l'eau. Et je me souviens que la première publication que j'ai faite à la fin des années 90 sur l'eau, c'était un recueil de tous les textes qui existent sur l'eau, de la pénétration coloniale à 1990. Et j'ai fait un recueil. Et j'ai commencé à publier mes premiers textes sur l'eau. Et j'ai essayé de comprendre comment l'État s'ancre aussi à travers l'eau potable, à travers les infrastructures collectives de fourniture d'eau. Et après l'eau, je me suis intéressé à la justice. Et au fond, je pense que ce que j'ai essayé de faire, c'était m'intéresser à l'État, même par ce qu'il fait. Et au fond, ça me confrontait à des terrains. Et au fond, je crois que ce type de démarche avait beaucoup à voir avec le travail de l'anthropologie. Et c'est probablement ce type de démarche qui est à la base de la parenté intellectuelle que j'ai tout de suite eue avec les anthropologues quand j'ai fait leur connaissance dans le cadre de l'APAD. D'accord. Bon, bah alors, venons-en. J'allais dire, est-ce que vous pourriez me raconter comment est-ce que cette première rencontre avec l'APAD, comment est-ce qu'elle s'est, où est-ce qu'elle a eu lieu, comment est-ce que... Moi, je pense que ma rencontre avec l'APAD était une rencontre plutôt... C'était du hasard. Hein. Je ne connaissais pas Olivier de Sardan, mais on l'avait tous lu. C'était un intellectuel qu'on admirait quand on était jeune. Parce qu'il faut savoir que Olivier de Sardan, à l'époque, quand même, il représentait un peu l'anthropologie marxiste. Il était dans l'école qui essayait d'étudier autrement les sociétés africaines. Ils font partie des anthropologues qui ont essayé de comprendre aussi les modes de production. Au-delà de la vision unanimiste des sociétés, ils ont mis à jour aussi les clivages qui les caractérisaient. Et une de mes cousines était sociologue à l'Institut de recherche en sciences humaines. Et ce jour-là, elle est venue en famille et m'avait dit qu'elle n'avait pas envie de conduire sa voiture. Est-ce que je peux conduire sa voiture
pour l'amener à son lieu de travail, qu'elle avait une réunion. Il y avait une réunion, il y a Olivier de Sardan qui est venu, qui veut rencontrer les chercheurs nigériens. Et je dis, ben, très bien, ça me fera l'occasion de le connaître, je ne le connais pas. Il devait être dans mon jury de thèse, mais il n'était pas disponible. Et donc, du coup, je l'ai amené, et ça se trouvait qu'il y avait une bonne vingtaine de sociologues nigériens, des consultants le plus souvent qui étaient là. Et j'ai décidé de rester, d'écouter ce qu'ils vont raconter. Et effectivement, j'ai participé à cette réunion de façon passive. Et j'écoutais ce qui se disait. La PAD devait nommer des points focaux et surtout des chercheurs qui devaient prendre part au colloque de Montpellier. Il y a un colloque qui devait être organisé par la PAD à Montpellier. Il fallait désigner les chercheurs nigériens qui devaient aller à Montpellier pour prendre part et profiter de l'occasion pour adhérer à la PAD et pour revenir relancer la structure au Niger. Je me souviens, c'était Thérèse Kaïta qui était une sociologue, une dame, et Marthe Diarra qui était également des sociologues qui avaient été désignés pour être les points focaux pour aller à cette réunion. Je crois qu'ils sont allés à cette réunion de Montpellier. Moi, je n'avais pas du tout de lien à la PAD. Hein. C'est parce que cette structure-là ne fonctionnait pas. C'est parce que la structure qu'on a mise en place ne fonctionnait pas que il y avait un colloque que Jackie Boujou organisait sur le pouvoir dans les sociétés de la boucle du Niger, qui était accoudé à une réunion de la PAD qui devait préparer un colloque à Bamako. Finalement, que je suis parti avec Alpha Gado, Bourem Alpha Gado, qui est historien, et on a été désigné pour représenter le Niger à cette réunion de la PAD, mais on devait préparer des communications pour le colloque portant sur la société, sur le pouvoir dans les sociétés de la boucle du Niger. Et ça, le pouvoir dans les sociétés de la boucle du Niger m'intéressait. Et j'ai essayé de bâtir une communication autour de la littérature orale telle qu'elle paraissait dans... Il y avait un traditionnaliste qui avait des héros dont il racontait la vie dans les sociétés nigériennes. Je crois que j'ai rassemblé quelques textes de littérature orale que j'ai transcrits et j'ai fait une communication autour du travail de Diado Sekou, il s'appelait ainsi. Et j'ai participé à ce colloque. De ce colloque a été décidé qu'on ferait les prochaines rencontres de la PAD après, puisque on avait décidé que les réunions auraient lieu alternativement en Afrique et en Europe. Après Montpellier, c'est Bamako qui avait été désigné pour faire un colloque sur les questions d'expertise, sur l'expertise en sciences sociales. Et ça, c'était à Marseille qu'on l'avait décidé. Et puis, on est allé à ce colloque. Moi, j'étais au ministère, je me souviens. Parce que dans mon travail au ministère, sans le savoir, je flirtais avec l'expertise. Parce qu'à l'époque, quand par exemple le ministère de l'Agriculture voulait des projets, le PNUD envoyait des experts. Moi, je m'occupais par exemple du PNUD. Ces experts, c'est moi qui envoie leur nom au ministère concerné, s'ils étaient d'accord pour les recevoir avec leur CV. Et puis le ministère me disait qu'il est d'accord, j'envoyais cela au PNUD. Et donc souvent quand les experts venaient, ils venaient me saluer par courtoisie. Je me retrouvais d'une certaine façon. Je comprenais exactement tout en étant au ministère le sujet, ce dont il s'agit. Parce qu'au fond, dans mon travail diplomatique, en faisant de l'administration, j'étais constamment confronté aux experts que je rencontrais dans les réunions, que je rencontrais à divers niveaux. Et j'ai préparé une communication. Je ne me souviens pas du titre. Ce que je peux dire, c'est que cette communication s'est traduite peut-être, je dirais, 6 ou 7 ans après,
dans un numéro des cahiers de l'IED, conduit par Jean-Pierre Jacob, c'est autour de savoir, le savoir dans la coopération. Et dedans, j'ai fait un chapitre qui s'appelait la surproduction du savoir en sciences sociales, pour montrer comment l'expertise était en train de déclasser le savoir scientifique classique. Et comment elle s'implante dans les sciences sociales africaines. D'ailleurs, c'est un numéro très intéressant que vous devez retrouver. Il avait été fait par Birschenk, par Jacob, mais on retrouvait un article fait par Birschenk et Mombo que vous avez rencontré. Moi-même, j'avais fait un article. Je crois qu'il y avait un article de Nodé. À mon avis, c'est un très bon numéro. Il est sorti, je crois, au début des années 2000, sans que je puisse vous dire exactement. Mais c'est facile de le retrouver. C'est un numéro qui avait été coordonné par Jacob. Et je pense que les derniers développements de ce travail que j'avais commencé en 1994, il est sorti dans les mélanges Birschenk. L'article que j'ai offert à Birschenk dans le livre qui lui a été dédié, c'était « Savoir en sciences sociales, enjeux sociaux et actions publiques », qui au fond est dans le cœur du projet du LASDEL. Les savoirs sur les enjeux sociaux dans les sociétés contemporaines africaines, quelque part. En quoi ce savoir, au fond, peut servir l'action publique. Et donc, c'est ça mes premiers liens à l'APAD. 93, 94. Et au fond, je pense que les fondateurs de l'APAD, ceux qui avaient travaillé au tout début à construire le projet, à lui donner une configuration, je pense à Birschenk, je pense à Jean-Pierre Olivier-Sarnan, je pense à Jean-Pierre Chauveau, je pense à Jean-Pierre Jacob. Il y avait quand même, nous on était au fond les cadets, quelque part. Moi j'avais aussi des cadets, mais par rapport à eux, on était des cadets, on aurait pu être leurs étudiants. Et je pense que l'idée qu'ils ont eue, c'était tout le temps d'avoir des projets de recherche qui accompagnent les colloques que nous organisions. Après Bamako, le colloque qui avait... Bamako a consacré la venue de Thomas Birschenk comme président de l'APAD. Moi, je suis devenu trésorier de l'APAD à l'époque. Et le prochain colloque de l'APAD a eu lieu à Stuttgart. Thomas venait d'avoir un poste à l'université de Stuttgart. Et donc on a fait le colloque de l'APAD sur le développement négocié, mais qui avait aussi en toile de fond un programme de recherche. C'est le programme de recherche que nous avons fait sur les courtiers en développement. Et je me souviens que c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser au monde associatif. Et je me suis à l'époque intéressé au militantisme anti-esclavage au Niger, dans le cadre de ce projet de recherche, qui était au fond un projet de recherche dans lequel j'ai été invité pendant 3 mois en France par le CNRS pour faire des recherches. Et j'ai accumulé mes congés administratifs de 3 mois. Et je suis allé en France au CNRS pendant 3 mois en partant en congé administratif. Et c'est dans ce cadre que j'ai fait mes premiers papiers sur le militantisme et sur le courtage, sur le militantisme associatif et sur le courtage, à l'ombre de l'APAD. Et je pense que, bon, c'était ça. Je crois que pour quelqu'un comme moi, l'APAD avait eu un effet d'entraînement intellectuel à travers les programmes de recherche auxquels on participait. L'APAD a été un espace de rencontre. Parce que c'est dans l'APAD que j'ai rencontré Jean-Pierre Jacob, qui m'a invité en Suisse pour la première fois, en 1996, pour un cours. En 1996, en Suisse, j'étais invité avec M. Soulama, le professeur Soulama, qui est un économiste
invité par Jacob également, et Achille Mbembe, qui était aussi invité dans la même foulée. Nous avons été invités dans le cadre du même cours. C'était en 96. Mais aller à Genève, c'était aussi rencontrer d'autres milieux intellectuels. Et je pense que pour quelqu'un comme moi, l'APAD a été le point de départ où j'ai fait énormément de rencontres à l'échelle internationale. C'est aussi dans le cadre de l'APAD, quand Birchenk a été nommé à Mainz comme prof, j'ai été aussi invité. J'ai été invité à l'école des hautes études pour faire des cours. Déjà, dans les années 90, j'avais accumulé un bon capital d'expérience en matière d'enseignement de l'anthropologie. J'étais politiste, mais au fond, tout mon terrain postdoctoral a été un terrain anthropologique. Et j'ai soutenu mon habilitation à diriger les recherches en 2002. Et ça s'appelait Enquête d'État en Afrique au sud du Sahara. L'essentiel des 10 articles que j'ai présentés au cours de cette habilitation étaient des articles d'anthropologie. Ou en tout cas étaient des articles qui s'inspiraient de la méthode anthropologique pour comprendre l'État. Et au fond, ce que j'avais essayé de soutenir dans, cette dans ce mémoire d'habilitation, c'est qu'on peut, au fond, faire de la recherche sur les objets politiques avec les méthodes de l'anthropologie, avec les méthodes de la socio-anthropologie. C'était ça l'objet de mon habilitation. Et l'essentiel des travaux que j'ai présentés au cours de cette habilitation était basé sur ce type de préoccupation. Et au fond, l'anthropologie du développement, de fait, se traduisait dans le type de sciences politiques que j'ai essayé de développer depuis cette période. Et c'est aussi ce type de sciences politiques que j'ai essayé de porter quand je me présentais au concours de l'agrégation de sciences politiques. C'est ce type de sciences politiques que j'essaie de promouvoir, au fond, dans les espaces africains, dans l'espace des universités africaines. Et je pense, quelque part, on me le reconnaît. Mais scientifiquement, pourquoi est-ce qu'il y avait tellement d'intérêt justement pour l'APAD et pour ces questions-là de votre part? Pourquoi est-ce que ça a pu Moi, au fond, l'APAD me permettait de faire de la recherche qui était mon hobby. Moi, la recherche, ce n'était pas ma profession. Ma profession, c'était commis de la diplomatie. Moi, j'avais une vocation pour aller travailler dans les ambassades. J'avais une vocation pour être ambassadeur du Niger quelque part. C'était ça ma vocation. J'étais conseiller des affaires étrangères. Je refusais d'aller en poste. J'enseignais à l'université de Niamey après ma thèse. Et au fond, l'APAD me permettait de faire de la recherche. Je faisais avant l'APAD de la recherche solitaire. J'étais tout seul. J'ai fait une thèse de doctorat. Une thèse de doctorat qui n'avait aucune implication sur ma carrière. Parce que quand j'ai commencé à travailler, j'ai été recruté au sommet de ma carrière puisque je travaillais dans la diplomatie. J'ai commencé à travailler avec un DEA en analyse politique comparée. J'ai fait un DESS à la Sorbonne sur coopération et développement et un autre DESS à Paris 11, à Sceaux, sur la diplomatie et l'administration des organisations internationales. En 87, à l'âge de 27 ans, quand j'ai commencé à travailler, j'avais déjà toutes ces références. Et donc, je n'avais pas besoin vraiment de faire des études. Mais la recherche me plaisait. Et donc, je la faisais. Et la meilleure façon de faire de la recherche pour moi était de m'accrocher à quelque chose. C'est pour ça que j'ai fait une thèse. En m'inscrivant en thèse, je crée, voilà, ça m'obligeait à faire de la recherche. Et quand j'ai rencontré l'APAD, après ma thèse, je trouvais un réseau de chercheurs en sciences sociales avec qui je pouvais faire de la recherche à l'échelle internationale, qui me maintenait à niveau. Voilà un peu comment ça a été. Mais pourquoi est-ce que la socio-anthropologie du développement, ça vous a tellement intéressé? Écoutez, je pense qu'à l'époque, j'aurais pu m'accrocher à n'importe quoi, puisque j'avais une formation pluridisciplinaire. Je serais tombé sur des groupes de juristes que je serais devenu juriste. Je serais tombé sur des groupes d'historiens que je serais devenu historien. Le hasard a voulu que ce soit l'anthropologie. J'avais des connaissances anthropologiques parce que le fait d'avoir fait du droit, de la science politique et de la socio
me prédisposait et je faisais de l'histoire par intérêt. Parce qu'à partir de 93, et quand je faisais ma thèse, j'ai beaucoup flirté avec l'histoire précoloniale pour comprendre les sociétés nigériennes. Et en faisant ma thèse, j'ai flirté avec l'État colonial, que je connaissais parfaitement. Et donc, j'étais dans une situation où j'aurais pu être avec des historiens. D'ailleurs, j'ai été avec des historiens. Le monsieur avec lequel j'ai commencé à travailler dans le cadre de l'APAD était historien. Mais c'était un historien social. Il faisait de l'histoire sociale. Il avait étudié la famine. C'était Bourem Alpha Gado, du point de vue social. Il sortait au fond, il était porteur d'une autre façon de faire l'histoire. Il était porteur d'autres types d'objets. Il n'étudiait pas les sociétés en tant que telles, mais il étudiait des phénomènes comme la famine. Et bon, quelque part, le type de groupe qu'on commençait à mettre en place à Niamey était un groupe ouvert. Il y avait que des gens qui étaient intéressés par le savoir. Il y avait que des gens qui étaient intéressés de façon générale par les sciences sociales, sans accointance disciplinaire particulière. Et on tentait des groupes de discussion, des groupes de recherche, on faisait des conférences. Et l'APAD s'y est trouvé. Et l'APAD nous a donné l'opportunité de participer à des colloques, de participer à des groupes de recherche, de connaître des chercheurs africains. Parce que dans le cadre de l'APAD, on ne connaissait pas que les chercheurs européens. Les colloques de l'APAD, les réunions de l'APAD nous confrontaient avec des chercheurs camerounais, des chercheurs maliens, des chercheurs burkinabés, tout un ensemble de chercheurs. C'est dans le cadre de l'APAD que j'ai connu Abdou Salam Fall, sénégalais. C'est dans le cadre de l'APAD que j'ai connu Jean-Bernard Ouedraogo, burkinabé. C'est dans le cadre de l'APAD que j'ai connu Marietou Koné, ivoirienne. C'est dans le cadre de l'APAD que j'ai connu plein d'autres chercheurs africains. Et je dirais que les colloques de l'APAD étaient des colloques internationaux. Ça ne réunissait pas que des APADiens. Ça réunissait plein de gens. Par exemple, notre colloque à Bamako, sur l'expertise, nous a ouvert à l'université de Wageningen, aux Pays-Bas. Parce que l'invité de ce colloque était Norman Long. Norman Long, c'était l'anthropologue qui était porteur d'une autre vision de l'anthropologie, que l'anthropologie pouvait s'intéresser aussi aux acteurs, ce que la sociologie faisait depuis longtemps. Mais l'anthropologie, par le biais de chercheurs comme Norman Long, qui avait étudié les courtiers, les brokers, bon, il est venu à Bamako porté par cette nouvelle anthropologie qui s'intéressait aux acteurs, aux big man. Parce qu'au fond, l'anthropologie ouverte sur les acteurs nous permettait d'avoir accès aux associations. Pas qu'aux villages, aux associations, y compris villageoises. Et Norman Long enseignait dans une université agricole. Et au sein de l'APAD, on rencontrait les sociologues néerlandais. Et au fur et à mesure, au fond, l'APAD a ouvert les chercheurs qui participent à plein de gens. Je me souviens, c'est aussi au sein de l'APAD que j'ai été ouvert à l'université belge, à travers Pierre-Jo Laurent. Même pas que lui, à travers Marc Poncelet. Je me souviens, et c'est aussi à travers, j'ai connu Pierre-Jo Laurent qui m'a connecté à l'université catholique de Louvain où j'ai enseigné pendant 2 ans. 2 années de suite, je faisais un cours sur la sociopolitique de l'Afrique. Et qui là aussi m'a ouvert à plein d'autres chercheurs. Et c'est, au fond, l'APAD, c'était un espace d'opportunité. Et comme je le disais, je n'avais pas vraiment d'enjeu. Je le faisais pour moi. Je n'avais pas d'enjeu de carrière. Je ne cherchais pas de la place à l'université. Au fond, je cherchais un moyen normal d'être en contact avec le monde du savoir, pour moi-même, pour mon développement personnel. Et voilà. Et que je retourne à l'université, c'est au fond quand nous avons fait le LASDEL, je ne pouvais plus continuer d'être diplomate avec le LASDEL. J'étais directeur du LASDEL, j'étais porteur de ce projet, j'étais la figure de ce projet. Et j'ai demandé à aller à l'université de Niamey. C'est de cette façon que j'ai été à l'université de Niamey. Mais vous avez dit que vous êtes rentré un peu à l'APAD par hasard. Oui.
mais aussi d'un point de vue intellectuel, vous avez dit qu'on aurait pu faire de j'aurais pu faire de l'histoire si ça avait été des historiens. Mais rétrospectivement, comment est-ce que vous pensez que cette socio-anthropologie du développement, que ça, pourquoi est-ce que vous pensez que c'est important de faire d'avoir ce genre d'approche pour comprendre les sociétés africaines? Bon, c'est quand même des approches ouvertes. Hein. On était, quand vous prenez Philippe, quand je suis venu à l'APAD, il était déjà secrétaire à l'organisation de l'APAD. Je parle de 1992, 1993, 1994. Mais il était ingénieur agronome au début. C'est un ingénieur agronome qui a fait une thèse de socio-anthropologie. Nassirou Bako, que j'ai connu aussi dans le cadre de l'APAD. C'était un historien qui est devenu anthropologue. Oui, c'était un historien au départ. Il avait une maîtrise d'histoire. Quand vous prenez nos trajectoires, c'était des trajectoires extrêmement éclatées. Moi, je n'ai pas de diplôme d'anthropologie. Pourtant, mes recherches m'ont amené à enseigner l'anthropologie. Je peux l'enseigner. J'ai dirigé des thèses en anthropologie. La dernière thèse que j'ai fait soutenir en anthropologie, c'est en mars dernier. La thèse de Aziz Moussi que vous avez rencontré tout à l'heure. Donc, c'est quand même un espace ouvert. Et je crois que l'école des hautes études en sciences sociales en France nous a donné aussi ce cadre intellectuel d'ouverture. C'est ça. Quand je dis ouverture, c'est de rencontres intellectuelles. De rencontres intellectuelles de très haut niveau. Et voilà, je pense que pour moi, l'APAD, ça a été ça. Dans ma trentaine, c'était l'APAD qui m'a permis de rester en contact avec le monde du savoir, qui au fond m'intéressait. Mais moi, je suis tout à fait d'accord que c'est un milieu ouvert disciplinairement aussi, mais il y avait quand même un programme qui était très spécifique, qui disait, nous, on veut étudier le champ du développement comme étant un objet digne de... Pas comme un champ normatif prescriptif, mais un objet de sciences sociales. Au fond, c'est superbe. Parce que quand vous dites que le développement comme objet vous ouvre sur beaucoup de choses. Et c'est stimulant, et c'était un grand programme. Dans un contexte, au début, où étudier le développement était suspect. Parce que dès qu'on dit étudier le développement, on voit la figure de l'expert, du consultant. Alors que l'idée, qui était à l'époque portée par des gens comme Olivier de Sardan, Jean-Pierre Chauveau, Thomas Birchin, qui était de dire non, on peut étudier le développement comme on étudie les autres objets. Et effectivement, le développement reste un champ ouvert et vierge. Et vous pouvez voir quand même le caractère extrêmement fécond que la recherche sur le développement a permis de réaliser. Je trouve que c'était un objet qui a une forte valeur heuristique, qui a été extrêmement fécond par les thèses qu'il a permis de produire, par les articles qu'il a permis de développer, par le champ intellectuel spécifique qu'il a permis de construire. Et je pense que vous pouvez le constater. Hein. Aujourd'hui encore, vous avez plein d'étudiants qui veulent aller dans ce secteur parce que il y a encore des choses à découvrir, il y a des choses à comprendre. Et je pense que quelque part, chacun à sa manière a permis à ce domaine de s'ancrer dans la vie intellectuelle et dans la vie académique. Probablement les historiens dans 50 ans, dans 100 ans, quand ils feront le point, ils verront la quantité de travaux qui ont été réalisés à ce sujet. Ça veut dire quoi concrètement prendre le développement comme objet d'étude? Mais le développement, c'est beaucoup de choses. Le développement, c'est les ministères qui travaillent sur le développement, c'est les projets de développement, c'est les paysans qui reçoivent les ressources liées au développement. Le développement, c'est les chercheurs qui travaillent sur le développement. Le développement, c'est tous les faits sociaux qui sont liés au développement. Vous voyez que le champ est large. Le champ est large. Dès lors que vous interpellez le développement,
quelque part, vous avez tout un ensemble de faits sociaux multiformes qui s'y attachent. C'est ça notre objet. C'est ça l'objet. Dès lors que vous dites que vous, c'est le développement qui vous intéresse, eh bien, vous allez vous intéresser aux agences d'aide. Vous allez vous intéresser aux fonctionnaires qui travaillent dans les agences d'aide. Vous allez vous intéresser à ce qu'ils font. Vous allez vous intéresser aux ressources qu'ils dépensent. Vous allez vous interroger aux acteurs sociaux qui sont en interaction avec eux dans le cadre du développement. Vous allez vous intéresser aux sociétés dans leur changement quotidien, sous l'effet des ressources liées au développement. Dès que vous vous intéressez au développement, ben vous vous intéressez à la transformation sociale dans les sociétés du Sud. Et ça vous renvoie au début, tout au moins, à tout un champ qui a été développé que par les économistes après la Deuxième Guerre mondiale. Quand les sociétés européennes, les sociétés occidentales et même les sociétés sous l'obédience de l'Union soviétique s'intéressaient à leur modernisation et à leur développement. Ce type de développement-là était porté ou par les politiciens dans leur langage idéologique ou par les économistes qui pensaient que le développement était une finalité, que toutes les sociétés tendaient vers ce développement-là. Ce n'était pas alors l'objet de l'anthropologie. Quand l'anthropologie s'en empare, ben elle s'en empare avec les lunettes des sciences sociales. C'est-à-dire, elle s'en empare pour décrire les phénomènes qu'elle observe et pour les expliquer. Les décrire, les comprendre, les expliquer au regard des grands domaines du savoir, pour les comprendre et les expliquer dans des cadres théoriques les plus contemporains qui soient. Et au fond, ça permet de réconcilier les sociétés africaines avec le savoir tel qu'il se développe à l'échelle mondiale. Les sociétés africaines peuvent ainsi participer au dialogue des connaissances, à la production de la connaissance. C'est en tout cas ce projet, qui n'est pas seulement qu'un projet exotique lié à... Non, les types de débats qu'on pose sont les débats qui se posent partout dans les sciences sociales. Le développement est notre terrain, mais les sciences sociales sont notre objet. Voilà. Très bien. Je ne sais pas où on en est, juste... merci beaucoup déjà pour cette partie. Au niveau de l'heure, je ne sais pas si vous avez un rendez-vous, parce que j'ai vu, il y a Ibrahim qui est passé. Mais j'ai un rendez-vous avec Thomas, je ne sais pas à quelle heure il est. Je ne sais pas non plus, moi j'ai pas l'heure. On peut, si vous voulez faire un second entretien, vous pouvez... Moi j'ai encore des questions, ça c'est sûr. Vous pouvez peut-être digérer tout ça. Donc il est 9h20 maintenant. Oui. Moi j'ai encore... Bon, on en était resté à... qu'est-ce que l'anthropologie ou la socio-anthropologie pouvait amener aux études du développement et donc du coup aussi à une compréhension des sociétés africaines. Moi j'aurais voulu peut-être aborder ce changement qu'il y a eu au sein de la PAD à partir d'un moment où le développement est devenu un peu secondaire, si vous pouviez revenir sur ce point-là, où finalement on est passé du développement aux politiques publiques en fait. Pourquoi ce changement-là? Mais il n'y a pas eu de changement. C'est que les politiques publiques sont des politiques publiques de développement. Quand on passe à l'anthropologie des politiques publiques, au fond, il y a un élargissement des objets. Parce qu'au fond, les politiques publiques touchent de très nombreux domaines. Et étant donné qu'elles peuvent être connectées aux questions du développement, elles deviennent des objets légitimes pour une socio-anthropologie du développement. Je pense que l'un des sujets les plus emblématiques de cette ouverture, c'est l'aide. C'est l'aide au développement. L'aide au développement, habituellement, relève des relations internationales ou de l'économie du développement. Mais quand on fait son anthropologie, on change de registre. On change de registre étant donné qu'on en vient à étudier les acteurs de l'aide, on en vient à étudier ses dynamiques, on en vient à étudier son rapport aux sociétés, on en vient à étudier jusqu'aux acteurs qui l'apportent au nord. Et donc,
s'intéresser aux politiques publiques du développement permet tout simplement d'ancrer davantage, les questions du développement comme étant légitimement étudiables, comme étant légitimement explorables par des socio-anthropologues. Et je pense que c'est pas comme observer la circoncision dans une société rurale. C'est simplement observer l'action de l'État dans le domaine du développement. Et l'action de l'État ici, ce n'est pas simplement l'État du Sud récipiendaire, c'est aussi l'État du Nord dans les mécanismes qu'il met en œuvre pour octroyer de l'aide, dans tout un ensemble de structures, d'acteurs qui, au fond, contribuent à l'expression quotidienne des politiques du développement. Et ici, le développement ne se limite plus à l'étude des projets de développement, le développement ne se limite plus à étudier les associations paysannes, le développement peut concerner les politiques d'inégalité, le développement peut concerner les politiques éducatives et elle peut faire l'objet d'une socio-anthropologie. Ici, la socio-anthropologie intervient sur ces terrains avec des angles d'observation. Elle intervient sur ces terrains avec des méthodes singulières qui la rendent différente des autres disciplines sociales. Et pour moi, c'est un glissement qui s'est fait tout naturellement. Donc il n'y a pas eu un moment, ça c'est peut-être une question en fait, juste de compréhension pour moi, il n'y a pas eu un moment au sein de la PAD où on est passé d'une approche peut-être centrée sur le développement projet à un moment où tout à coup on a commencé à prendre en considération. Ça s'est fait progressivement au rythme des inspirations des chercheurs. Quand les chercheurs trouvent cette question intéressante, ils font un projet de recherche dessus, ça débouche, ça devient un objet d'échange intellectuel riche et ça devient un objet qui intéresse les étudiants qui font des travaux, qui font des articles. Ça intéresse les chercheurs qui font des colloques, qui font des livres et ça fait du débat public, ça fait du débat académique et ainsi de suite. Pour moi, c'est un glissement qui s'est fait tout naturellement sans qu'on s'arrête pour dire au fond, on change de registre. Non, je pense que le changement de registre s'est fait au gré des intérêts que les chercheurs ont pu avoir sur certains objets. Ok. Il y a une grande thématique moi, qui m'intéresse, qu'on a un tout petit peu évoqué ce matin dans la manière où vous parliez de votre articulation entre le travail dans le civil, j'allais dire, et la recherche, et de la manière en fait dont vous pensez l'utilité ou l'applicabilité de la recherche, de ce que vous faites en tant que chercheur pour une action sociale, enfin, pour une action, l'articulation de recherche et action. Comment est-ce que vous, en tant que chercheur, est-ce que vous pensez cette articulation? Elle est difficile. Elle est difficile parce que tout le problème consiste à trouver des espaces de dialogue. Tout l'enjeu consiste à trouver des espaces de dialogue réels entre les chercheurs et les décideurs. Quand je dis espace de dialogue réel, les pratiques actuelles sont des pratiques où il y a un discours galvaudé autour de l'interdisciplinarité ou de la pluridisciplinarité qui se présente plus comme des évolutions des disciplines les unes à côté des autres ou ouais. Je suis désolé. Attends. Je préfère la fermer maintenant plutôt que de me rendre compte que je ne peux pas utiliser. Non, je vais surtout les prévenir aussi parce que ils savent qu'on est en enregistrement et ils crient. Moha, à Bazantien Kabane, ne fais pas trop de bruit. On est obligé de reprendre l'enregistrement là. J'ai quitté maintenant. Ah d'accord, ça va? Kai macen ga ta gyara kwallo.
Et je fais un film, on me fait un film sur l'histoire des sciences sociales. Ouais, ouais, chef. Kai, maman, là. Ça, c'est en 2004. C'est mieux. Je pense qu'ils sont partis. On peut laisser la porte ouverte. Donc, où est-ce qu'on en était? Cette articulation entre recherche et action. Je disais que, au fond, on a été longtemps dans des pratiques galvaudées où, à travers le discours de l'interdisciplinarité ou de la pluridisciplinarité, le dialogue entre les disciplines s'est posé. Dans la réalité, il y a eu surtout des discours juxtaposés, où les unes utilisent les autres comme des alibis. Le besoin qui s'exprime, c'est le besoin d'un dialogue nécessaire entre les disciplines. C'est extrêmement important. C'est aussi, au-delà de ça, les liens à l'action. Les liens à l'action nous amènent à dire qu'on ne peut pas changer ou développer les espaces qu'on ne comprend pas. Je pense que les activités du LASDEL se sont un peu situées dans ce type de dynamique, privilégiant le fait qu'il faut d'abord connaître. Le savoir sert le développement. Avec le savoir, on peut transformer les sociétés. On ne peut pas transformer des sociétés qu'on ne connaît pas. D'où le dialogue qui s'impose de plus en plus entre les chercheurs et les décideurs. Et je pense qu'il y a des domaines dans lesquels ce dialogue existe réellement et est fécond. Dans le domaine des sciences sociales, nous avons tantôt parlé de dialogue de sourds, où les disciplines se côtoient, se parlent, mais ne s'entendent pas. Elles se côtoient, elles sont ensemble, elles se parlent, mais personne n'écoute l'autre. Et je pense que les terrains de l'action ont un peu la même configuration. Les chercheurs, souvent considèrent que les hommes qui agissent sur le terrain avancent avec des regards voilés sur des terrains qu'ils ne connaissent pas. Et les hommes de terrain considèrent que les chercheurs sont des grands rêveurs, c'est des spéculateurs. Et donc, eux n'ont pas le temps, compte tenu des urgences des questions qu'ils traînent, d'attendre les résultats d'une recherche. Dans la recherche, la question de la temporalité, elle est importante. Alors, il y a eu quand même des discussions autour de ça. Par exemple, Olivier de Sardan, à un moment, a introduit la question du chaînon manquant entre la recherche et l'action. Qu'il faut, il y a un chaînon qui manque, qu'il faut produire. C'est-à-dire qu'il faut produire des acteurs qui sont à l'interface de la recherche et de l'action, qui peuvent, eux, dialoguer, qui peuvent utiliser les résultats de la recherche au profit de la décision, au profit de l'action. Nassirou Bakou a par exemple introduit la question de la médiation sociale. Là aussi, ça a toujours à voir avec ces acteurs qui sont à l'interface des deux mondes. Il est clair qu'il y a eu des avancées, mais en même temps, quand il y a des avancées, chaque secteur perd un peu. Je veux dire, quand les chercheurs traitent des résultats dans la rapidité pour qu'ils puissent être utilisés par les gens qui sont sur le terrain de l'action, ça peut poser des problèmes d'éthique. De même, parfois, les gens qui sont dans l'action se sentent retardés par les chercheurs. Ils ont de l'intérêt pour ce que les chercheurs font, même s'il y a des difficultés d'application qui sont réelles. Nous ne sommes pas dans les sciences exactes. Nous traitons souvent de données mouvantes. Nous essayons de les comprendre dans la durée.
nous en arrivons parfois à des théorisations plus ou moins solides. Au fond, le rêve, c'est que l'homme d'action est les livres qui traitent de ces sujets comme partie intégrante du travail qu'il fait. Et que la connaissance soit un élément de son bagage. Que l'utilisation de la connaissance pour transformer les choses, que ça aille de soi. Hein, qu'on n'ait pas... Et là, ça veut dire que ça pose la question du niveau des décideurs, ça pose la question de leur méthode de travail, ça pose la question des équipes qui les accompagnent. Disons, c'est un sujet complexe et qui nous intéresse beaucoup. Je pense que les ponts sont établis. Est-ce des ponts solides? Est-ce des ponts durables? Mais je pense qu'il y a de l'intérêt de part et d'autre. Il y a de l'intérêt de part et d'autre. Les chercheurs ont envie de plus en plus de travailler sur des enjeux sociaux, sur des questions importantes qui touchent à la société. Et les décideurs ont envie d'en savoir un peu plus, ont envie d'avoir des connaissances des terrains qu'ils veulent transformer. Les conditions donc, de ce dialogue sont réunies, me semble-t-il. Il faut pouvoir le poursuivre. Et je pense que l'anthropologie travaille beaucoup sur des méthodes qualitatives. Dans les méthodes qualitatives, il est extrêmement difficile d'utiliser les types de connaissances qui sont produites par ce biais pour l'action, parce que c'est beaucoup plus compliqué. Quand vous utilisez des méthodes quantitatives, on peut dire, bon, par exemple, 65% des gens pensent dans tel sens, 35% ne pensent pas. Et on peut agir sur les 35% qui sont disséminés de telle manière pour changer les choses. En recherche qualitative, les choses ne s'opèrent pas de cette façon. C'est beaucoup plus compliqué d'identifier des espaces d'action. C'est beaucoup plus compliqué de savoir